Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du tout début du XXe siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Rose Annie Harsand est née le 27 décembre 1879 de William Peter Harsand et de son épouse Betsy Elizabeth. Dans le pittoresque village de Pizenhall, niché au cœur du comté anglais du Suffolk, elle a connu une enfance idyllique dans cette charmante communauté rurale, entourée de sa riche histoire et de sa beauté naturelle. Pizenhall incarnait la vie traditionnelle de la campagne anglaise, avec ses champs vallonnés, son architecture intemporelle et son atmosphère sereine, qui ont marqué ses premières années. Elle a fréquenté l'école primaire locale à une époque où l'éducation des filles progressait en Angleterre. La loi de 1880 a rendu la scolarité obligatoire et gratuite pour les enfants de 5 à 10 ans, filles et garçons inclus. Ce changement a entraîné une réduction significative du travail des enfants et une amélioration du taux d'alphabétisation dans tout le pays. Malgré ces avancées, les attentes sociales limitaient encore l'accès des filles à l'enseignement supérieur et aux carrières. En conséquence, une fois que Rose eut terminé sa scolarité, elle entra au service domestique. En 1902, elle avait 22 ans et travaillait pour la famille Crisp dans leur propriété à Pizenhall, appelée Providence House. Elle était considérée comme une jeune femme attirante, mais était parfois décrite comme timide et un peu réservée, et bien qu'elle fût très courtoise et polie, elle ne semblait pas beaucoup sociabiliser. Elle était un membre actif de l'église méthodiste primitive dans le village voisin de Sipton, qui se trouvait à quelques pas de Pizenhall. Là-bas, elle assistait régulièrement aux offices, chantait dans la chorale et participait aux événements de l'église. Cependant, sa vie n'était pas sans difficulté. Bien que le début des années 1900 ait été une période de changement en Europe, avec de nouvelles idées et mouvements commençant à façonner la société, la vie de Rose restait calme et quelque peu isolée. À la maison Providence, elle disposait d'une petite chambre privée dans le grenier, à l'écart du reste de la maisonnée, avec une petite fenêtre qui offrait une vue sur le village et les champs environnants. Il y avait un escalier étroit qui descendait jusqu'à la cuisine. Bien que cet arrangement soit pratique pour son travail, cela signifiait aussi qu'elle avait peu d'interactions sociales en dehors de son emploi à l'église. Son employeuse, Madame Crisp, était également une habituée de l'église. Elle fréquentait l'église méthodiste wesleyenne de Pizenhall, appelée Chapelle du Docteur, où son mari était diacre. L'une des tâches de Rose était de faire le ménage là-bas, veillant à ce que la chapelle soit toujours entretenue pour sa congrégation. Le 31 mai 1902, Rose se prépara à dormir après une journée épuisante. Le temps avait soudainement changé, une forte pluie commençait à tomber, et il y avait des signes qu'une tempête approchait. Cependant, Rose avait autre chose en tête. Elle avait reçu une lettre plus tôt dans la journée et réfléchissait à son contenu. La lettre disait ceci. « Cher R, j'essaierai de te voir ce soir à minuit chez toi. Si tu mets une lumière à ta fenêtre à 22 heures pendant environ 10 minutes, tu pourras ensuite l'éteindre. N'allume pas de lumière dans ta chambre à minuit, car je passerai par l'arrière. » Rose suivit les instructions, laissant sa lumière allumée pendant 10 minutes comme demandé plus tard. Alors qu'une tempête faisait rage sur Pizenhall, des éclairs zébraient le ciel, illuminant le village. Le matin du 1er juin 1902, William Harsand, le père de Rose, décida de lui rendre visite à Providence House. Il devait rapporter du linge propre et se dirigea vers l'entrée arrière. Ce matin calme à Pizenhall ne laissait rien présager d'inhabituel. Cependant, lorsqu'il entra dans la maison, il fut confronté à une scène horrifiante. Le corps de Rose gisait dans une mare de sang, la gorge tranchée et de profondes entailles sur les épaules. Sa chemise de nuit était brûlée et une partie de son corps carbonisée, comme si on avait voulu brûler ses restes. Il était évident qu'elle était morte depuis des heures. La police a été contactée et l'agent Nunn a été le premier à arriver. Il a bouclé la zone et inspecté les lieux. Il a découvert des fragments de journal qui semblaient avoir été utilisés pour tenter d'allumer un feu. Le journal a été identifié comme étant l'East Anglian Daily Times, une publication que personne ne recevait à Providence House. Ce détail a attiré l'attention, car il semblait inhabituel qu'un journal qui ne faisait pas partie de la livraison régulière du foyer soit retrouvé sur les lieux d'un crime. Une lampe à paraffine brisée gisait au sol, apparemment utilisée lors de la tentative d'incendie ratée de la maison. Suite à ces premières constatations, le surintendant Stanton de la police du Suffolk a été chargé de diriger l'enquête. Il a demandé à ses agents de parler aux habitants du petit village. Madame Crisp, vivant à Providence House avec son mari et Rose,
a rapporté avoir entendu un cri peu après 13 heures. Une autre voisine a dit aux agents qu'elle avait entendu le bruit de verre brisé. Cependant, ces bruits inquiétants étaient vagues et difficiles à localiser. Après l'examen du corps par le docteur Lay, il a conclu que la mort de Rose Harsent était due à sa propre main. Mais la gravité de ses blessures et les preuves ont convaincu le surintendant Stanton qu'elle avait été assassinée. Une enquête a été menée au Swan Public House à Pison Hall, où l'étendue des blessures de Rose a été révélée. Elle avait été battue, poignardée et sa gorge avait été tranchée. Des marques sur ses mains suggéraient qu'elle s'était farouchement défendue avant de succomber à ses blessures. Le plus choquant, c'est qu'on a découvert qu'elle était enceinte de 6 mois au moment de sa mort. La police, poursuivant son enquête, s'est concentrée sur un homme nommé William Gardiner. Il était père de 6 enfants, marié et une figure bien connue et respectée du village. Il travaillait comme contremaître à l'usine locale de semoirs, un emploi qui faisait de lui un membre éminent de la communauté. Cependant, c'est son rôle de prédicateur laïque dans la même église méthodiste que fréquentait Rose qui le rendait particulièrement remarquable dans l'enquête. Monsieur Gardiner, habituellement respecté, était réputé autoritaire. Sa forte personnalité suscitait admiration et méfiance chez les villageois. À mesure que l'enquête s'approfondissait, la police commença à examiner de près ses liens avec Rose et les motifs possibles qui pourraient le relier à la mort tragique. Les agents commencèrent à supposer qu'il était le père de l'enfant à naître de Rose et craignaient que le scandale ne détruise sa réputation et son mariage. Ils ont émis l'hypothèse qu'il avait organisé une rencontre avec elle cette nuit-là dans le but de la faire taire définitivement. Les funérailles de Rose Harsand eurent lieu le jeudi 5 juin et tout le village s'est réuni pour lui rendre hommage. Le jour même de son enterrement, William Gardiner comparaissait devant les magistrats locaux. Le tribunal était bondé de membres de la presse et du public, qui manifestaient un vif intérêt pour la procédure. L'accusé était vêtu avec soin d'une veste en serge bleue et d'un pantalon en tweed, et semblait pleinement conscient de la gravité de sa situation. L'audience fut courte, la police n'étant pas prête à poursuivre après avoir transmis l'affaire au procureur récemment. Monsieur Gardiner fut placé une semaine en détention provisoire. Les preuves, surtout circonstancielles, suffisaient à éveiller de forts soupçons. Des témoins affirmèrent l'avoir vu près du domicile de Rose la nuit du meurtre, un détail qui le plaçait fâcheusement près de la scène. De plus, le message envoyé à Rose cette nuit-là était supposé correspondre à son écriture. Une autre découverte accablante était que son foyer était abonné à l'East Anglian Daily Times, le même journal que les fragments utilisés lors de la tentative d'incendie. Pour ajouter à l'intrigue, le comportement de M. Gardiner après le meurtre a été décrit comme nerveux et évasif par ceux qui lui ont parlé. Sa réticence à répondre clairement durant l'interrogatoire a renforcé les soupçons. Pourtant, malgré ces détails troublants, il y avait d'importants obstacles à la constitution d'un dossier contre lui. Aucune preuve ne le reliait au crime, et sa femme lui a donné un alibi. Elle a affirmé qu'il était chez lui la nuit du 31 mai et a démenti les rumeurs d'une liaison entre son mari et Rose. Un voisin a corroboré la déclaration de M. Gardiner en disant à la police qu'il avait vu M. Gardiner chez lui ce soir-là. D'autres suspects, dont des hommes du quartier ayant pu avoir des différends avec Rose, sont finalement écartés, faute de preuves. Malgré les zones d'ombre, la police est restée concentrée sur William Gardiner, convaincu qu'il était leur principal suspect. William Gardiner a été inculpé du meurtre de Rose Harsand et jugé aux assises d'Ipswich. Le procès a finalement débuté le 7 novembre 1902 et William Gardiner a plaidé non coupable. L'accusation était dirigée par Henry Fielding Dickens, qui était le fils du célèbre auteur Charles Dickens. La défense était assurée par un jeune avocat, Ernest Wilde, qui a exprimé des inquiétudes sur les retards de l'affaire. Au tribunal, il a affirmé que M. Gardiner avait été détenu trop longtemps et qu'il y avait une statue de cire exposée dans une exposition dans la ville balnéaire de Yarmouth, qui le représentait comme le coupable. Il a dit au juge que cela avait influencé l'opinion publique contre son client. Le juge Graham a estimé qu'une affaire aussi importante ne devait pas être précipitée pour garantir un procès équitable à l'accusé. Le juge a également informé le tribunal qu'il avait rejeté la théorie selon laquelle Mademoiselle Harsand aurait pu se donner la mort, car les blessures ne pouvaient pas avoir été auto-infligées, et il avait été jugé que les preuves justifièrent le procès.
L'accusation a présenté sa théorie selon laquelle M. Gardner avait eu une relation inappropriée avec Rose, ce qui avait entraîné sa grossesse. Il a été allégué qu'il avait écrit une lettre anonyme à la jeune femme, fixant un rendez-vous juste avant minuit, le 31 mai. Des experts ont analysé cette lettre et l'accusation affirme avoir prouvé que M. Gardiner en est l'auteur. Ils ont ajouté que M. Gardiner n'avait pas honoré le rendez-vous à cause de la tempête et était resté avec sa femme jusqu'à 1h30. Le 1er juin matin du meurtre, l'accusation a allégué que M. Gardiner avait quitté son domicile, rejoint Providence House où vivait Rose, l'avait rencontré dans la cuisine et attaqué au couteau. Ils ont affirmé qu'il avait ensuite versé de l'huile de paraffine sur elle et tenté d'y mettre le feu. Près du corps de Rose Harson, les enquêteurs avaient découvert un flacon de médicaments cassés, étiqueté au nom des enfants de Madame Gardiner, et qui sentait l'huile de paraffine. Un couteau portant des traces de sang a également été retrouvé en possession de M. Gardiner. James Morin, garde-chasse, a témoigné avoir vu à 3 heures le 1er juin des empreintes allant de chez M. Gardiner à Providence House. Les empreintes présentaient des marques rayées distinctives sur les semelles, qui correspondaient à une paire de chaussures en toile à semelles de caoutchouc retrouvées plus tard chez M. Gardiner. Lors du contre-interrogatoire, M. Morin a admis n'avoir signalé la découverte à la police que le 6 juin, Herbert Stagnon, un voisin des Gardner, a déclaré que le matin du 1er juin, il a vu M. Gardiner dans sa buanderie, sans pouvoir confirmer s'il avait du sang sur lui ou ses vêtements. M. Richard, qui était secrétaire à l'usine Smith Seed Drill, a témoigné que les enveloppes trouvées parmi les effets personnels du défunt étaient similaires à celles utilisées dans l'usine où travaillait M. Gardiner. M. Richard a noté que M. Gardiner utilisait fréquemment ce type d'enveloppe. William Harson était un autre témoin. Il était le père de la jeune femme décédée et, bien que bouleversé, il a décrit la scène lorsqu'il a découvert le corps de sa fille. L'agent Nunn a fourni des détails sur la scène du crime. Il a rapporté que la chemise de nuit de Rose était brûlée et qu'il y avait beaucoup de sang sur le sol. Il a précisé qu'en découvrant le corps, Rose était partiellement sur l'escalier et sur le sol avec un journal local sous sa tête. Il a ajouté au tribunal qu'après avoir vérifié la chambre, il avait constaté que le lit était intact et qu'il y avait une lettre anonyme sur le bureau fixant un rendez-vous à minuit, ainsi que quelques verres indécents. Il a ajouté qu'un châle avait été attaché à la fenêtre de la cuisine. Madame Gardiner a témoigné ensuite. Elle a dit que le flacon trouvé pouvait contenir de l'huile cantharidée, car elle en avait déjà donné un à Rose pour un rhume. Elle a ajouté que la nuit du 31 mai, elle et son mari étaient restés chez Madame Dickinson jusqu'à 1h30, car cette dernière avait eu peur de l'orage. Elle a dit qu'ils sont rentrés et allaient se coucher. L'agent Nunn avait déjà déclaré au tribunal que Madame Gardiner avait pleinement coopéré à l'enquête et avait fourni les vêtements demandés, dont aucun ne montrait de signes de lavage récent. L'agent avait également confirmé que les déplacements rapportés de M. Gardiner la nuit du crime étaient toujours cohérents et que Madame Gardiner n'avait jamais dévié de sa déclaration initiale. Un autre témoin était le docteur J.C. Richardson, qui a pratiqué l'autopsie. Il a témoigné que la défunte avait 2 profondes blessures à la gorge, sectionnant la trachée, et une à la poitrine. Des coupures sur ses mains montraient qu'elle avait essayé de repousser son agresseur. Le docteur Richardson a déterminé que les brûlures étaient post-mortem et a exclu le suicide. L'accusation a aussi présenté des lettres trouvées parmi les effets de la défunte, dont 2 mentionnaient un supposé scandale entre elle et M. Gardiner. La défense a répliqué en citant d'autres lettres indécentes trouvées dans la chambre de Mademoiselle Harsan, jugées trop honteuses pour être lues au tribunal. Ces lettres, écrites par un jeune homme nommé Frederick Davis, n'avaient aucun lien avec M. Gardiner. Des copies de ces lettres ont été remises au jury pour un examen privé. Le surintendant Andrews a confirmé que M. Gardiner niait avoir écrit les lettres ou utilisé les enveloppes incriminées. Un témoin nommé Alfonso Skinner, qui travaillait à l'usine Smith Seed Drill, a répété le témoignage qu'il avait déjà donné lors de l'enquête. Il a déclaré qu'environ 1 an plus tôt, il avait surpris une conversation entre M. Gardiner et Rose Harsan à l'église méthodiste, selon M. Skinner. L'échange débute quand Mme Harsan demande « Avez-vous vu que je lisais la Bible dimanche ?» Et M. Gardiner répond « Que lisiez-vous » Mme Harsan a alors répondu « Je lisais à propos de ce que nous avons fait ici ce soir. Je vais vous dire où c'est. » Une référence à la Genèse a été faite, que M. Skinner a interprété comme suggérant que les deux avaient eu un comportement immoral.
Monsieur Skinner a entendu davantage la conversation, mais il a été jugé inapproprié de la rendre publique. Un autre témoin, Monsieur Wright, a confirmé le récit de Monsieur Skinner et précisé que l'attitude de Monsieur Gardiner envers Rose avait éveillé de fortes suspicions. Monsieur Wright a aussi indiqué qu'après avoir partagé leurs observations avec des collègues à l'usine, Monsieur Gardiner, leur contremaître, les avait accusés d'inconduite. Il a ajouté qu'après une enquête de l'église, les deux hommes ont reçu une lettre de l'avocat de Monsieur Gardiner les menaçant de poursuite s'ils ne s'excusaient pas. Malgré la menace, Monsieur Wright a déclaré que ni lui ni Monsieur Skinner n'avaient présenté d'excuses. La défense a cependant rappelé au tribunal que, malgré les accusations, l'église avait mené sa propre enquête interne. Il a été conclu que Monsieur Gardiner avait gardé ses fonctions de surintendant de l'école du dimanche, chef de classe et d'autres postes à l'église méthodiste primitive. Harry Harsan, le frère de Rose, était un témoin clé. Il a affirmé avoir remis plusieurs lettres de Monsieur Gardiner à sa sœur, lesquelles ont ensuite été présentées au tribunal comme lettres d'amour. L'accusation s'appuyait fortement sur la relation présumée entre Monsieur Gardiner et Rose, ainsi que sur des preuves circonstancielles et les preuves matérielles trouvées sur les lieux. La défense a affirmé que cela ne prouvait pas la culpabilité de Monsieur Gardiner, au-delà de tout doute raisonnable, et a souligné l'absence de preuves directes le liant au crime. Monsieur Wilde a décrit l'affaire comme soit une tragique erreur judiciaire, soit l'un des crimes les plus choquants de l'histoire récente. Il affirmait que l'accusation ne reposait que sur des preuves circonstancielles, qu'il jugeait peu fiables. Il a contesté la preuve graphologique, soutenant que la lettre fixant un rendez-vous nocturne avec Rose avait été falsifiée pour accuser Monsieur Gardiner. Il a souligné que l'accusation n'avait consulté qu'un expert en écriture contre 2 pour la défense. Tous deux étaient en désaccord avec l'affirmation selon laquelle Monsieur Gardiner avait écrit les lettres. Il a reconnu des similitudes dans l'écriture, mais a insisté sur les différences, qui, selon lui, soulevaient des doutes importants. La défense a aussi remis en cause les empreintes reliant la maison de Monsieur Gardiner à Providence House, où vivait Rose. Ils ont affirmé que les chaussures de Monsieur Gardiner, censées avoir laissé ces traces, avaient été remises propres à la police, ce qui contredit leur utilisation lors d'un crime violent. La volonté de Monsieur Gardiner de témoigner a été soulignée comme un signe de son innocence. Monsieur Wilde a affirmé qu'aucun homme coupable ne se soumettrait volontairement à un contre-interrogatoire. Il a aussi affirmé que les lettres de Monsieur Gardiner à Rose étaient appropriées et sans particularité, contrairement à ce qu'on attendrait de lettres compromettantes en cas de relation illicite. Il a ensuite remis en question l'identité du père de l'enfant, Annette de Rose, suggérant qu'il ne s'agissait pas du tout de Monsieur Gardiner. Il a demandé au jury si le père écrivait des lettres reflétant des valeurs chrétiennes ou si elles étaient trop indécentes pour être lues au tribunal. Dans ses conclusions, Monsieur Wilde a affirmé que l'accusation contre son client était une grave erreur. Cela a suscité une réaction émotive de Monsieur Gardiner, qui a éclaté en sanglots. L'accusation, cependant, a soutenu que le meurtre était prémédité et a désigné toutes les preuves comme preuve de la culpabilité de Monsieur Gardiner. Lorsque les plaidoiries finales se sont terminées, le juge a résumé l'affaire et le jury a été envoyé pour délibérer. Cependant, ils n'ont pas pu parvenir à un verdict unanime, ce qui a abouti à un jury bloqué. 11 ont déclaré Monsieur Gardiner coupable et 1 l'a déclaré non coupable. Le juge a demandé au président du jury si une délibération supplémentaire permettrait un verdict unanime, mais celui-ci a répondu que cela lui semblait impossible. Monsieur Gardiner a été placé en détention provisoire jusqu'à son second procès, qui a débuté le 20 janvier 1903 et qui a été présidé par le juge Lawrence. Le second procès a essentiellement reproduit le premier, avec les mêmes preuves et arguments. Le jury n'a encore une fois pas réussi à statuer, menant à un nouveau blocage. Cette fois, il a été rapporté que les jurés étaient 11 contre 1 en faveur de l'acquittement. Monsieur Gardiner a alors été reconduit dans sa cellule de prison en attendant un troisième procès. Cependant, il a été décidé par la suite qu'après les 2 procès non concluants, les poursuites contre Monsieur Gardiner devaient être abandonnées, et il a été libéré. Il est revenu à Pleasant Hall, mais sa vie avait changé, car beaucoup pensaient qu'il avait tué Rose Arsent et méritait d'être condamné. La stigmatisation d'avoir été suspecté de meurtre a durablement entaché sa réputation. Il a finalement déménagé avec sa famille, cherchant à reconstruire sa vie ailleurs. Le meurtre est resté non résolu, laissant la presse et le public spéculer sur ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique. Au fil des ans, d'autres suspects ont été présentés,
et certains pensent que Madame Gardiner était la coupable. Furieuse que son mari ait une liaison avec une jeune femme de 22 ans, elle a écrit à Rose. Pendant que William Gardiner dormait tôt le 1er juin 1902, elle est allée à Providence House et a tué Rose. Il a également été suggéré que le meurtre aurait été commis par un auteur inconnu. Plusieurs estiment qu'après 2 procès sans issue, William Gardiner a échappé à la justice pour meurtre. William Gardiner est l'une des rares personnes en Angleterre à avoir été jugé pour meurtre sans verdict rendu. Il est mort en 1941 à 74 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou remarques et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.